Et si on fait l'historique de ce droit, au Moyen-Âge, le prêtre qui était accusé d'adultère continuait, nonobstant, à célébrer la messe parce qu'il était présumé innocent. C'est-à-dire qu'il n'avait rien fait tant que la personne qui l'accusait ne l'avait pas prouvé. Or, ces circulaires, en ignorant le droit de la présomption d'innocence, laissent les policiers, aujourd'hui vous le voyez à la télévision, les policiers passent à la télévision et il y a des chaînes qui se spécialisent. On présente des gens sans aucune dignité, qui sont présumés innocents et qui doivent être présentés au juge, lequel est le seul à pouvoir renverser la présomption d'innocence, mais on les présente comme étant déjà coupables. Il y a donc cette suppléance qui viole les règles constitutionnelles, qui refuse qu'un pouvoir réglementaire organise le droit de la preuve pénale. Il y a encore un autre problème, c'est que le droit de la preuve pénale a aussi pour source la coutume. Au contraire des autres constituants, la coutume n'est plus conforme à la loi. Elle doit seulement être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Il s'est fait que les constitutions ne définissent pas l'ordre public. Il ne définit pas les bonnes mœurs. Alors, comment le juge va appliquer la coutume? D'abord, c'est quelle coutume qu'il va appliquer? La coutume du Bas-Congo, par exemple, j'ai trouvé des proverbes Congo qui portent des principes de la charge de la preuve. Mais beaucoup de spécialistes, dont certains sont membres de ce jury, reconnaissent qu'il y a une variété de coutumes. La coutume, c'est un droit varié. On se demande aujourd'hui si, lorsqu'on parle de la coutume dans la Constitution, il s'agit de la coutume avant la création des tribunaux indigènes, ce qu'on appelle la coutume légalisée, ou c'est la coutume évoluée, de la ville de Lubumbashi, de la ville de Kinshasa. Donc il y a un problème, si vous voulez, d'identification de sources du droit de la preuve. Et je voudrais ici souligner qu'il est très important de théoriser sur les sources de la preuve parce que la valeur d'une preuve dépend de sa valeur hiérarchique. De sorte qu'en droit français, les droits de la défense ont déjà acquis une valeur constitutionnelle par la volonté du Conseil constitutionnel, de sorte que les juges ont considéré que si quelqu'un, en vertu des droits de la défense, peut voler des documents dans son entreprise, juste pour prouver qu'il n'est pas coupable, les vols n'existent plus. Donc c'est tellement important que le droit congolais puisse théoriser sur la preuve. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il appelle que du point de vue de la théorie du droit de la preuve, elle n'existe pas, le droit de la preuve dans ce source est ignoré ou est mal appliqué, et par ailleurs, ce droit-là porte des principes généraux, parmi lesquels la présomption d'innocence et les droits de la défense. Ces principes, comme je venais de le dire, sont appliqués dans la confusion. Il y a donc confusion des sources, il y a dispersion des règles, comme disait Jean Carbonnier. Si toutes les sciences peuvent systématiser, il me semble que le droit n'est que systématisation. C'est la doctrine qui met de l'ordre dans le droit, c'est la doctrine qui synthétise, la doctrine permet au législateur de codifier à partir d'un droit organisé, commenté, synthétisé. Et ma modeste contribution, justement, c'est de vouloir théoriser les sources de la preuve, les identifier, formuler les règles, mais aussi identifier les principes généraux du droit de la preuve et en faire un projet de loi. La question de départ de ma recherche a été donc comment systématiser pour permettre au législateur d'élaborer une loi nouvelle. Comme vous le savez, la valeur d'une recherche est fonction de la méthodologie utilisée. C'est pourquoi il faut qu'on revienne à la méthodologie lorsqu'on explique, on présente un rapport de recherche. Dans notre travail, nous avons recouru à la méthode juridique entendue en droit international comme l'étude du système normatif et institutionnel. En d'autres termes, nous avons étudié les normes telles que portées par les législateurs, nous avons étudié les normes telles que portées par les constituants, nous avons étudié les normes telles que portées par la Constitution, pour connaître la volonté du législateur, comprendre la ratio legis, et là, c'est là que la méthode juridique fait appel aux méthodes exégétiques. Mais ce n'est pas tout. Le droit n'est pas que dans la législation, le droit est jurisprudentiel, le droit est doctrinal.
C'est ainsi que nous avons fait appel au droit pénal comparé, qui nous a permis d'accéder au droit américain, au droit canadien, au droit français, et qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion de notre recherche. Quelle est la conclusion de notre recherche? Avant de vous donner la conclusion de notre recherche, je voudrais préciser que notre recherche a évité de discuter des règles particulières de la procédure pénale militaire. Tout simplement parce que la procédure ordinaire, il se révèle du Code judiciaire militaire que la procédure ordinaire est le droit commun de la procédure pour tous les tribunaux civils et militaires. Ce qui fait qu'en étudiant la preuve dans le cadre de la procédure pénale ordinaire, je peux prétendre que ces règles pourraient être appliquées devant les tribunaux militaires. D'ailleurs, quand vous examinez les codes judiciaires, vous examinez les titres, vous verrez que toutes les dispositions renvoient à la procédure pénale ordinaire, notamment la recherche de la preuve. Le code judiciaire dispose que l'officier de police judiciaire recherche la preuve conformément au titre premier du code de procédure pénale ordinaire. Donc ça, c'est une première limite. Une deuxième limite, c'est que nous n'étudions pas les règles particulières applicables à chaque infraction en particulier. C'est des études que nous suscitons à travers notre recherche. Nous posons le cadre général de la recherche. Cependant, nous nous sommes inspirés du droit pénal militaire, notamment de la théorie des nullités, pour proposer justement la nullité des actes de procédure qui violeraient notamment la présomption d'innocence et les droits de la défense. En conclusion donc, Monsieur le Président, en quoi consiste notre contribution? La première contribution, c'est que nous avons défini la systématisation dans le cadre de notre travail. Nous avons dit que la doctrine a pour rôle essentiel d'éclairer les législateurs. La plupart des lois qui existent dans la plupart des pays sont l'œuvre des juristes. S'ils ne font pas la loi, mais ils participent à l'élaboration de la loi. Nous avons identifié notre droit de procédure pénale, particulièrement celui de la preuve pénale. Il pose problème, il est lacunaire, il est dépassé, il est suranné. Les juridictions ignorent les sources, ignorent les concepts. Il y a une confusion des sources. Il faut donc que nous proposions aux législateurs une nouvelle loi. Mais il faut commencer par la systématisation. Donc, première étape, nous avons défini la systématisation. Deuxième étape, nous avons défini la théorie des sources. On ne peut pas discuter des principes du droit de la preuve sans préalablement éclairer la discussion scientifique quant aux théories même, à la théorie même des sources. Et nous avons relevé que le droit congolais de la preuve pénale a non seulement la Constitution pour source, mais aussi les traités internationaux qui, en vertu de dispositions combinées des articles 215 et 153, ces dispositions font partie de notre droit. Et nous, le droit congolais est moniste par opposition à la théorie dualiste. Cela veut dire tout simplement qu'il y a existence ou coexistence de deux ordres différents, mais l'ordre international prime sur la loi. Donc la Constitution a donné une valeur supérieure, une autorité supérieure à la loi. Donc ma contribution, c'est la théorie de la source. La deuxième, la théorie des principes généraux qui vont gouverner la preuve dans la phase de la recherche et dans la phase de l'administration. Qu'est-ce qui doit se passer dans la phase de la recherche? Si la police est libre de rechercher toutes les preuves, les ministères publics est libre, sont-ils libres de rechercher les preuves à tout prix? Non. Dans notre discussion, nous disons qu'il y a un cadre légal de la recherche de la preuve. C'est ce que le professeur Rubens appelle la légalité de la preuve. Il dit même qu'en droit congolais, on peut parler de preuves légales. Je ne suis pas en train de dire ici que je suis en train d'instituer le principe des preuves légales, dans le sens des preuves prédéterminées comme en droit civil. Non. En droit pénal, c'est la liberté de la preuve, mais limitée par la légalité d'une part et par la loyauté d'autre part. Conséquence, lorsque la preuve arrive devant les juges, on va d'abord discuter de l'admissibilité de cette preuve. Est-ce qu'elle a respecté les principes de l'inviolabilité du domicile? Est-ce qu'elle a respecté les principes de la présomption d'innocence? Est-ce qu'elle a respecté les principes de la liberté des personnes poursuivies? Parce qu'en droit congolais, même dans son état actuel, quand on lit l'article, on lit les décrets du 6 août, il faut qu'il existe
des indices sérieux de culpabilité. C'est la condition des fonds pour placer quelqu'un en détention. Les autres raisons sont secondaires, sont des exceptions. Mais nos magistrats placent systématiquement les gens en détention. Et lorsqu'on examine, il n'y a pas la motivation, il n'y a pas l'annonce de l'inculpation. Nous proposons, dans notre travail, la séparation des pouvoirs en vertu du principe de la séparation des fonctions. Nous proposons que le ministère public soit l'autorité des poursuites et qu'un juge d'instruction soit institué et à côté de lui une chambre d'instruction et une chambre de mise en accusation qui vont faire le contrôle des actes de procédure en général et en particulier de la détention préventive. Maintenant, quand la preuve arrive devant le juge a un cadre légal à partir duquel il peut apprécier de l'admissibilité des preuves. De même, les parties pourront apprécier de l'admissibilité des preuves. Et après cette étape, le juge est libre d'apprécier la valeur probante des preuves à condition pour lui de motiver les jugements. Tel est, Monsieur le Président, le contenu général de notre recherche. Je vous remercie. D'avoir réussi cet exercice dans les limites de temps qui vous ont été imposées. Gardez la même discipline lorsque vous allez répondre aux questions des membres du jury. Du fait d'avoir eu l'occasion d'échanger longuement avec le récipiendaire, je ne peux éprouver ce jour qu'une grande satisfaction de le voir arriver au terme d'un parcours parsemé de nombreux obstacles, tant sur le plan de la réflexion théorique et méthodologique que sur le plan administratif et même psychologique. C'est l'occasion et le lieu de mentionner le courage et la perspicacité du récipiendaire qui a pris à bras-le-corps toutes les difficultés qui se sont présentées pour s'efforcer de les surmonter dans un esprit combatif et vif. Averti du grand risque du mimétisme dans un tel travail préparatoire à la réforme, surtout en ayant recours au droit pénal comparé, le récipiendaire a eu l'intention de s'enraciner dans ce qu'il a appelé le droit coutumier de la preuve pénale, ce qui lui a permis d'écrire, nous citons, le principe de renversement de la preuve est donc culturellement acceptable en droit congolais, ainsi que l'ont relevé les auteurs de l'avant-projet du nouveau code pénal. Fin de citation. Cette affirmation soulève en moi 3 questions que voici. La première, comment concilier dans un même droit congolais de la preuve pénale le principe du renversement de la charge de la preuve avec le principe de la présomption d'innocence, alors que ce dernier est le socle du droit de la preuve pénale. La deuxième question est la suivante. Si le droit congolais de la preuve pénale doit prendre ses racines dans la coutume en tant que source de droit consacrée par la Constitution,